Donc Guy Bordin, alors racontez-nous comment les Inuits du très grand Nord vivent la nuit. Alors déjà, comme moi, quand on s'intéresse aux populations inuites du Haut-Arctique, et je précise, le qualificatif de Haut-Arctique est très important, de haute latitude. Donc là, vous avez une carte ici du nord de l'Amérique du Nord, et vous voyez ici le nord du Québec. Donc vous voyez toute cette zone ici est peuplée de populations inuites. Entre parenthèses, les Inuits ne sont pas des Amérindiens, hein, donc... Au niveau linguistique, ce sont des populations dont la langue appartient à une autre famille, une famille autonome. Donc ce sont des autochtones américains, mais ce ne sont pas des Amérindiens. Bon, ça c'est un petit détail. Et donc ici, vous avez une ligne très importante qui est le cercle polaire. Alors moi, je travaille dans ce petit village ici qui s'appelle le Mitimatalik, qui est situé à 500 km au nord du cercle polaire. Vous allez voir sur une carte plus précise ici. Donc là, vous avez une carte plus précise de cette région. Donc nous sommes au Canada, hein, c'est le Canada arctique. Et alors vous avez ici la baie d'Hudson. Ici, vous avez le nord du Québec, peuplé d'Inuits. C'est une région qui s'appelle le Nunavik en Inuktitut. Inuktitut, c'est la langue des Inuits. Et puis ici, vous avez la grande île qui s'appelle la Terre de Baffin. Le cercle polaire passe ici. Et vous avez ici ce petit village de Mitimatalik que vous verrez, si vous regardez des cartes, vous verrez en général le nom de Pond Inlet, qui est le nom qui avait été donné par les explorateurs anglais à la fin du XIXe siècle. Ici, vous avez le Groenland, et puis ici, vous avez le Canada qui s'étend, et vous arrivez ici en Alaska. Alors, ce que je vais vous dire au niveau astronomique est évidemment valable pour tout ce qui va s'étendre ici le long en latitude, donc en gros, au-delà de 66 degrés de latitude nord, hein, chez le cercle polaire est à environ 66. Et le village dont je parle se trouve à environ 72 degrés de latitude nord. Donc tout ce que je vais dire au niveau astronomique est évidemment valable pour la même latitude, que ce soit au Groenland, que ce soit en Alaska, que ce soit aussi de l'autre côté en Sibérie. Au niveau plus culturel, au niveau local, évidemment, ce que je vais vous dire est essentiellement valable pour cette région-là, puisque les Yupik d'Alaska, par exemple, ont des affinités culturelles très grandes avec les Inuits canadiens, mais il y a aussi un certain nombre de différences assez notables. Donc moi, je vais me cantonner à cette région. Alors, quand on parle de ces populations, il y a évidemment une chose qui est immédiate, c'est que la nuit ou le jour ne s'y présente pas forcément comme chez nous. À l'équateur, il y a des gens qui travaillent à l'équateur, toi tu travailles à l'équateur, et bien là c'est très simple, hein, tous les jours à 18h en gros l'obscurité arrive, et puis à 6h du matin le jour arrive, c'est très brusque, hein, il n'y a pratiquement pas de transition, et c'est comme ça 365 jours par an. Puis quand vous montez aux zones tropicales, bon, ça varie un peu, mais c'est en gros la même chose. Vous arrivez dans nos latitudes à nous, bon, on sait que, évidemment, en hiver, les nuits sont plus longues et en été, les jours sont plus courts, mais on a systématiquement 365 jours par an, vous avez une alternance obscurité-lumière, qui est en gros parallèle à l'alternance jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Donc pour nous, la nuit, c'est l'obscurité, ou l'obscurité, c'est la nuit, et le jour, c'est la lumière, ou l'inverse. Hein, on a tendance à, en gros, mettre des synonymes entre ces termes. Quand vous arrivez dans ces régions... Ah non, c'est là, comme ça, voilà. Quand vous arrivez dans les régions au nord du cercle polaire, et là on est à 72 degrés de latitude nord, vous voyez que c'est très différent. Si vous partez du mois de mars, ici, du 21 mars, ce sont les équinoxes. Et alors là, comme vous savez, partout sur la Terre, vous avez 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Hein, c'est la... Équinoxe de printemps, équinoxe d'automne ici en septembre. Donc ce sont les deux seules périodes de l'année où partout sur Terre vous avez 12 heures de jour, 12 heures de nuit. À l'équateur ça se maintient, mais dans le Grand Nord ça varie évidemment très vite. Puisque vous arrivez très rapidement, voilà on va y arriver maintenant, hein, donc fin avril, eh bien vous n'avez plus qu'une toute petite zone crépusculaire, un tout petit moment crépusculaire de quelques heures, et puis on va arriver très rapidement dans une période qui va durer environ 3 mois, pendant lesquels vous allez avoir 24 heures de lumière permanente. Ça veut dire pendant 24 heures, le soleil va tourner au-dessus de l'horizon. Ça ne veut pas dire que le soleil n'aura pas des petites variations, bien entendu, hein, mais il y aura quand même 24 heures de lumière. Puis, quand vous allez de l'autre partie de l'année,
Donc vous allez arriver à partir en gros de la mi-novembre, vous allez rentrer dans une période où vous allez d'abord avoir encore un peu de crépuscule. Crépuscule, ça veut dire que le soleil est sous l'horizon, mais n'est pas suffisamment bas pour ne pas envoyer de lumière. Donc vous allez quand même avoir un petit peu de lumière, mais sans voir le soleil. C'est ce qu'on appelle la nuit arctique. Vous rentrez dans une période de nuit arctique qui va durer environ 2 mois et demi à mi-climatalique. Et puis à partir de la fin janvier, le soleil va réapparaître. Vous allez voir le soleil réapparaître, et donc là on va reprendre le cycle plus traditionnel. Alors la chose importante, c'est que pour les Inuits du Haut-Arctique, vous avez une alternance obscurité-lumière qui est saisonnière, et non pas quotidienne. En revanche, vous avez toujours une alternance jour-nuit qui est quotidienne. C'est-à-dire que même pendant le mois de juin, où vous avez 24 heures de lumière, eh bien pour les Inuits, ce n'est pas 24 heures de jour au sens durée, au sens élément, segment du nyctémère. Le nyctémère, c'est le terme un peu savant qui désigne le cycle de 24 heures. Eh bien pour les Inuits, il n'y a pas 24 heures de jour. Il y a toujours un jour qui est lumineux, et il y a une nuit qui est aussi lumineuse. Et au cœur de l'hiver, vous avez une nuit qui est obscure, et vous avez un jour qui est obscur. Voilà. Donc là, c'est très important de savoir que vous avez ce déphasage au niveau conceptuel entre obscurité-lumière et nuit-jour. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important et assez intéressant. Ça veut dire que les Inuits, en fait, vont avoir une conception de la nuit, ils vont concevoir leur nuit par d'autres critères, ou pas seulement les mêmes critères que ceux auxquels nous sommes habitués. Nous, le premier critère auquel on pense quand on parle de la nuit, c'est l'obscurité. Ben, chez les Inuits, ça ne marche pas toujours. Donc il faut intégrer autre chose. Puisque ici, dans beaucoup de cultures, l'obscurité ou la nuit est quelque chose qui est associé au maléfique, associé au mal. Bon, dans le christianisme, par exemple, c'est assez flagrant. Les ténèbres, c'est le mal, et la lumière, c'est le bien. Métaphore classique, mais qu'on trouve dans d'autres cultures d'ailleurs, sous des formes un peu variables, mais on trouve ça assez fréquemment. Alors ce qui est important de savoir, c'est que chez les Inuits, en tout cas jusqu'à l'arrivée du christianisme, l'obscurité n'était pas un état qui était connoté négativement. Donc on n'imaginait pas, les Inuits ne voyaient pas l'obscurité comme étant quelque chose qui était antinomique de la lumière. Et l'obscurité était au contraire plutôt perçue comme complémentaire de la lumière. Et d'ailleurs, c'est une culture qui a plutôt tendance, de façon générale, à penser complémentarité plutôt qu'opposition. D'abord, il faut savoir que, par exemple, si vous êtes en hiver, donc pendant la période d'obscurité continue, même pendant la nuit polaire, c'est-à-dire quand vous n'avez plus de crépuscule, ici, vous voyez cette période ici, là, qui n'est pas très longue, vous n'avez même plus du tout de crépuscule. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de lumière possible. Vous avez toujours les étoiles qui sont là. Et puis surtout, vous avez la Lune. Et donc, on n'est pas du tout dans un monde qui est complètement, qu'on imagine, on n'est pas au fond d'une grotte, en fait. Donc, ce qui veut dire que l'imaginaire des Inuits n'est forcément pas du tout le même que le nôtre par rapport à la nuit. Ils n'y voient pas des entités bizarres. Mais justement, une chose très importante, justement, c'est que les Inuits ont aussi un univers qui est entouré d'entités non humaines. Il y en a plein. Il y en a des listes invraisemblables de toutes sortes, certaines étant tout à fait maléfiques, certaines étant plutôt au contraire bienveillantes vis-à-vis des humains. Par exemple, on sait qu'il y en a qui aident les chasseurs quand ils sont mal pris, partis en kayak par exemple en été. Mais une particularité des non-humains inuits, enfin des non-humains qui vivent dans l'univers inuit, eh bien c'est qu'ils ne sont pas propre à l'univers nocturne. Et ça, c'est une différence énorme avec ce qu'on trouve dans beaucoup de cultures où, effectivement, les entités non humaines, en général maléfiques, eh bien, attendent la nuit pour surgir. Chez les Inuits, ce n'est pas le cas. Et la plupart des témoignages de gens qui racontent qu'ils ont rencontré telle ou telle espèce, eh bien, ça peut se produire n'importe quand, et pas forcément dans l'obscurité. Donc, il n'y a pas une association, là encore, entre maléfices non humains et obscurité. D'autant que ça supposerait que ce soit saisonnier. Ça supposerait évidemment... Ça supposerait que ces entités soient saisonnières. Exactement. Ça supposerait donc une sorte d'intervention des entités maléfiques uniquement pendant les mois d'hiver ou bien les nuits le reste du temps. Or, ça n'est pas le cas. On a des témoignages de gens qui ont rencontré
toutes sortes d'entités bizarroïdes, n'importe quand. Hein. Il suffit de partir à la chasse au mois d'avril ou au mois d'août, par exemple, pour avoir des récits de rencontres avec des choses bizarroïdes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, dans l'obscurité, objectivement, il y a un certain nombre de dangers. Par exemple, les animaux sauvages, hein, les ours, ou bien les loups, qui sont des dangers, j'allais dire, objectifs. Ça existe là-haut? Oui, oui, tout à fait. Oui. Et par exemple, les ours ont tendance, les ours blancs, avec le réchauffement climatique, avec les difficultés auxquelles ils sont soumis maintenant, comme les humains, ils ont de plus en plus de mal à vivre de leur chasse, j'allais dire, parce que par exemple la banquise devient trop peu épaisse pour supporter le poids des ours, donc ils ne peuvent plus par exemple chasser les phoques sur les morceaux de glace flottants, et donc ils ont tendance à se rapprocher des villages humains, et donc à les fouiller dans les poubelles, et donc on a de plus en plus de témoignages d'ours comme ça qui se rapprochent des villages, hein. Ça c'est un fait. Mais il y avait aussi des dangers. L'obscurité est un monde, malgré tout, pour les unes comme pour les autres, et quelque chose qui est hors de l'ordinaire de la lumière. Et donc, par exemple, les aurores boréales que vous voyez ici, eh bien, on leur associait un certain risque, qui n'était pas objectif, mais était un risque culturel. Et on disait, par exemple, que les aurores boréales, si vous sortez dehors, hein, vous sortez chez vous, et puis que vous commencez à siffler qu'il y a des aurores boréales, on dit que les aurores boréales se rapprochent de vous. Et si elles se rapprochent trop de vous, eh bien, vous encourez le risque qu'elles vous coupent la tête. Alors, malgré tout, comme les Inuits devaient sortir la nuit, parce que ça c'est une chose importante, sans faire du déterminisme absolu, les Inuits, surtout avant la sédentarisation qui a eu lieu il y a une 50aine d'années, devaient sortir, y compris l'hiver, chasser. Et la chasse, l'hiver, c'est quelque chose de difficile, donc ils devaient sortir longtemps. Donc il n'était pas question de rester chez soi tranquillement à attendre le printemps. Donc il fallait sortir dans l'obscurité. Et donc il fallait des moyens rituels pour pouvoir finalement se débrouiller avec les dangers potentiels qui se présentaient à vous. Et par exemple, l'aurore boréale en était une. Et donc on avait des moyens rituels pour se débarrasser de l'aurore boréale. Bon, il y avait des formules rituelles, ou bien il y avait certains gestes. Par exemple, si vous êtes le chasseur parti avec ses chiens et son traîneau, on pouvait donner des coups de fouet dans une certaine direction et l'aurore boréale, comme ça, effrayée, s'en allait. Il y avait des choses comme ça. Hein. Donc il y avait toujours un moyen de faire pour que finalement on puisse sortir dans l'obscurité assez tranquillement. Donc ça c'est une différence évidemment notable avec d'autres cultures. Nathalie Rago, alors vous, donc on se retrouve au Mexique. Oui. Chez les Aztèques. On fait un bond voilà, un bond dans l'espace-temps là, hein, parce que voilà, c'était il y a 500 ans. 500 ans, oui. Alors, moi, je travaille donc sur les Aztèques, qui sont en fait, par Aztèques, on entend tous les différents groupes qui parlent le nahuatl et qui vivaient dans la zone du haut plateau central mexicain à la veille de la conquête espagnole. Et en gros, c'est la zone de Mexico, de la capitale du Mexique actuelle, puisque Mexico, avant d'être Mexico, était Tenochtitlan, la capitale donc, des Aztèques, et qui était dirigée par les Mexicas, un groupe de langue aztèque, mais le groupe dominant. Donc, alors nous sommes 500 ans en arrière, dans le Mexique, dans les hautes terres du Mexique. Alors, comment les Aztèques se représentaient la nuit ? Quelles relations ils avaient pu établir avec elle, hein, et surtout avec l'obscurité. Là, je vous ai mis en arrière une représentation de codex, du codex Borgia. Et ces deux représentations de la nuit, en fait, les Aztèques donc représentaient la nuit naturellement, en fait, ce qu'ils observaient, c'est-à-dire sous forme d'un rectangle foncé. Bon, là, vous voyez vert, mais en fait, c'est les couleurs des codex, des manuscrits pictographiques qui ont un peu, qui sont passés. Mais c'était représenté la nuit sous la forme d'un rectangle noir, gris très foncé, avec des points noirs ou des points blancs sur d'autres codex, et aussi des petits cercles, doubles cercles rouges et blancs qui représentent les étoiles. Tous ces cercles qu'on a sur les manuscrits, sur les fonds noirs, en fait, ça représente les étoiles. Qu'est-ce que sont les étoiles ? C'est les petites lumières qui sont dans le ciel. Comme le rappelait Guy, faut
pas oublier que à l'époque préhispanique, la nuit c'était une véritable nuit. À Mexico-Tenochtitlan, il n'y avait pas de lumière, il y avait juste des feux dans les temples, mais sinon c'était une véritable nuit. Mais la nuit, il y a une lumière, même si c'est pas une lumière comme chez toi. La nuit n'est pas toujours la même au fur et à mesure de la lunaison. Imaginez une nuit de pleine lune, c'est presque un jour, on voit clairement lors d'une nuit de pleine lune, sauf s'il y a une couverture nuageuse assez basse, mais sinon on voit la nuit. Et surtout la nuit, le ciel, l'obscurité, le firmament, c'est un monde en mouvement perpétuel. Imaginez toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel, toutes les constellations qui bougent aussi au fur et à mesure de l'avancement du temps. Et mes Aztèques étudiaient la nuit continuellement. Il y avait des gens qui étaient spécialistes dans l'étude de la nuit. Il y avait des veilleurs aussi. Il y avait une sériation de la nuit. Il y avait différents moments dans la nuit. Et on sonnait à l'aide de trompes et d'autres instruments de musique. On marquait ces différents temps de la nuit pour faire des prières, des autosacrifices ou certains rituels. Mais bon, toujours est-il que la nuit, c'était un moment vraiment en mouvement. Le firmament est pas du tout statique, c'est vraiment en mouvement. Et il y avait une étude continue du ciel et de ses occupants. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui habite dans le firmament. Mais bon, pour vous parler plus précisément des rapports que les Aztèques avaient tissés avec la nuit, je vais devoir vous parler de leur conception du jour. Parce que le soleil est extrêmement important dans les civilisations précolombiennes, en particulier les civilisations mésoaméricaines. C'est sur la conception, enfin sur le trajet du soleil en fait qu'on conçoit le monde. Il y a l'aurore, le zénith, le nadir, etc., qui vraiment structure tout le jour et qui structure aussi la nuit, parce que la fin du jour, c'est quand le soleil meurt et qu'il s'enfonce à l'horizon. Et à ce moment-là, le soleil continue son voyage dans l'obscurité, dans l'inframonde, dans cette partie aussi nocturne. Et on a cette conception du monde qui est vraiment structurée sur le parcours du soleil. Et même les ères, il y a différentes ères cosmogoniques qui ont précédé notre ère actuelle. Et c'est ce qu'on appelle la légende des 3, 4 ou 5 soleils en fonction chez les Aztèques, c'était 5 soleils. Voilà. Mais c'est une réécriture aussi de l'histoire. Mais bon, toujours est-il qu'il y a ces soleils, ces ères cosmogoniques qui ont précédé la nôtre. Et justement, si on les appelle des soleils, c'est parce qu'un monde commence quand il y a un nouveau soleil qui vient de l'éclairer. Et entre chaque soleil, à chaque fois, ces soleils se terminent dans des fins cataclysmiques. Il y a des déluges, des tempêtes de vent, il y a des jaguars qui dévorent l'humanité. À chaque fois, l'humanité est détruite. Le firmament s'écroule, généralement. Et quand une nouvelle ère commence, elle commence par la naissance d'un nouveau soleil. C'est une lumière qui vient éclairer ce monde naissant. Et surtout, c'est une lumière qui vient lutter contre les puissances de l'obscurité. Parce qu'entre chaque soleil, entre chaque ère cosmogonique, c'est les pouvoirs de l'obscurité, les pouvoirs de l'inframonde qui prennent le pouvoir et qui dominent. Et bien sûr, ils luttent aussi contre le soleil. Et c'est aussi ce qui se passe quotidiennement, parce que le soir, quand le soleil meurt, qui va s'enfoncer dans les mâchoires du monstre terrestre, et on a des représentations, on voit justement le soleil qui est dévoré par le monstre tellurique, là c'est la nuit, et si jamais le soleil ne réapparaît pas au matin, ce sera la fin du monde. Il faut voir aussi que le temps, la conception du monde est vraiment cyclique. On l'a vu d'ailleurs en 2012, vous vous rappelez ces peurs de fin du monde parce qu'on arrivait à une fin de cycle du calendrier maya qui n'avait rien à voir du tout avec une fin du monde, c'était juste une fin de cycle. Et les fins de cycle, c'est toujours des moments très dangereux parce que c'est des moments où on peut revenir au chaos originel. Et on voit que tous les mythes cosmogoniques, que ce soit les mythes de création de la Terre, les mythes de création du Soleil et de la Lune, les mythes de création de l'homme, etc., tous ces mythes cosmogoniques ont lieu dans l'obscurité. D'ailleurs, la création du Soleil et de la Lune, les divinités se demandent textuellement qui va illuminer le monde, quelles divinités seront les luminaires du monde. Vous voyez, il y a toujours cette lutte entre l'obscurité qui représente les pouvoirs de l'inframonde et de la nuit, et le soleil qui est la lumière du jour, mais aussi la lumière de l'humanité. On a une espèce d'opposition entre un monde culturel et lumineux et un monde chaotique, entre guillemets, et obscur. Donc voilà, ça c'était un élément important à définir.
Dans ce contexte, bien sûr, les ennemis jurés du monde des humains, c'est la nuit, c'est les ennemis du jour, que ce soit la fin de l'ère cosmogonique ou la fin de la journée. La nuit, c'est un moment dangereux parce que c'est un moment où on peut retourner au chaos originel. Je vais vous donner un exemple qui met vraiment en image ce que je viens de vous dire. Tous les 52 ans, la période de 52 ans, c'était l'équivalent de notre siècle. Pareil, c'était une période de fin de cycle, donc une période dangereuse parce ça peut être une période de rupture. Et tous les 52 ans, il y avait la fête du feu nouveau, qui est illustrée dans le Codex Borbonicus. Et alors, au moment de cette fête du feu nouveau, on faisait un grand ménage, on cassait toute la vaisselle, parce que dans une ère antérieure, il y avait tous les instruments ménagers, toute la vaisselle qui s'était rebellée contre les hommes et qui les avait attaqués, qui avaient essayé de les dévorer. Même les pierres à moudre le maïs attaquaient les hommes en leur disant « Oui, tu nous as fait mal, tu as broyé le maïs sur nous pendant toute notre vie, à nous de te broyer, etc. » Donc, au moment de cette fin de siècle, au moment de la fête du feu nouveau, on cassait toute la vaisselle, on détruisait les statues des divinités, on éteignait toutes les lumières dans la ville, tous les feux. Or, il faut savoir qu'il y avait des feux qui brûlaient dans les temples toute la journée et surtout toute la nuit, parce que le feu, c'est un des éléments qui permet de maintenir la distance entre la voûte céleste et la terre. C'est toujours les arbres ou les feux. Le feu maintient la distance, le bruit aussi. Ça évite que le firmament ne s'écroule. Donc, lors de cette fête de feu nouveau, on casse la vaisselle, on détruit toutes les statues, on éteint les feux dans toute la ville. C'est la nuit totale, surtout Tenochtitlan et toutes les cités. Il y a les prêtres et la population qui va sur les montagnes alentours. Et là, au milieu de la nuit, à minuit, à Yoalnepantla, au cœur de la nuit, au moment où la nuit se divise, où il va y avoir la naissance d'un nouveau jour, et au moment aussi où on voyait les Pléiades dans le ciel, là on allumait le feu sur la poitrine d'un sacrifié, auquel on avait arraché le cœur, et donc on créait le feu nouveau, et là c'était un grand soulagement, et le feu était distribué à tous les prêtres qui allaient allumer les feux dans les temples à travers la ville. Et c'était un moment extrêmement dangereux, extrêmement périlleux, parce qu'on avait peur que si jamais on n'arrivait pas à allumer le nouveau feu, si on n'arrivait pas à créer ce feu nouveau, à ce moment-là, toutes les créatures monstrueuses qui vivent dans le firmament, et dont je vous parlerai après, allaient descendre sur Terre et dévorer l'humanité. Donc on avait ça au moment de la fête du feu nouveau, au moment des éclipses aussi. Justement, alors là, les éclipses, c'était d'autant plus dangereux parce que c'était quand même la nuit qui mangeait le soleil qui disparaissait petit à petit. Et en cas d'éclipse, alors là, on poussait des hurlements, on criait beaucoup, toujours ce bruit qui permet de maintenir l'écart entre le ciel et la terre. On sacrifiait des albinos, on pleurait, on s'auto-sacrifiait, on se sortait. Les Mésoaméricains pratiquaient beaucoup le sacrifice humain, dont vous avez certainement entendu parler, mais aussi énormément l'autosacrifice, c'est-à-dire qu'ils se sortaient du sang de différentes parties du corps, sans qu'ils le recueillaient sur des petits morceaux de papier végétal, et ils l'offraient aux divinités. Ce sang non seulement était une pénitence, mais ça permettait aussi de nourrir la divinité. Le sang, c'est vraiment l'eau précieuse, c'est ce qui permet de régénérer les divinités et qui donne le mouvement. Pour faire au début, à la création du soleil et de la lune, le mythe nous raconte que le soleil est bloqué dans le ciel et il avance seulement parce que les divinités se sacrifient. Elles lui donnent leur sang pour mettre en mouvement. Donc c'est vraiment un moteur, le sang. Donc au moment des éclipses, on se sort du sang, etc. On fait quelques sacrifices. Et surtout, on chantait, on criait et on disait « Si le soleil est mangé, ce sera la nuit pour toujours. Les Tsitsimimé descendront, elles viendront manger les hommes. » Et alors ces Tsitsimimé, j'y viens parce que ça fait partie des créatures qui hantent le firmament. Dans mon ciel nocturne, donc, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de lumière, donc c'est un ciel en mouvement, fort habité, parce que ce qu'on voit la nuit, ce sont les lumières dans le ciel. Au moment des éclipses aussi, on voit les étoiles en plein jour, donc c'est dangereux. Or, toutes ces étoiles, on pensait que c'était des divinités, qui étaient plutôt mal intentionnés, et aussi les Tsitsimimé. Et ça, c'est une représentation des Tsitsimimé du codex de Tudela. Et là, vous voyez, c'est des créatures qui sont à moitié décharnées,
Le visage généralement est toujours décharné. Surtout, elles ont des petites gueules grimaçantes à toutes les jointures. Elles ont des serres aux extrémités, des coiffures, toujours les cheveux longs détachés. Ça, c'est une caractéristique des divinités de la nuit et de l'inframonde. Les cheveux longs, emmêlés, parce que la coiffure aussi, il y avait des règles extrêmement strictes dans la société en ce qui concernait la coiffure. La coiffure aussi est socialisante, elle est culturelle. Alors que le cheveu détaché, emmêlé, c'est de l'ordre du chaos, de la nature plutôt. Donc on a ces créatures qu'on appelle Tsitsimime qui vivent dans le ciel. Et qui attendent qu'une seule chose, c'est qu'il n'y ait plus de lumière sur la terre pour venir dévorer l'humanité. Dans le ciel, donc, on a aussi les guerriers morts qui la nuit deviennent aussi des étoiles, les femmes mortes en couche aussi qui sont des étoiles la nuit venue, et tous ces gens attendent toutes ces créatures attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir descendre sur Terre pour dévorer l'humanité. Les étoiles aussi sont des êtres malfaisants, pas seulement parce qu'elles attendent que la lumière ne revienne pas. Elles sont surtout les étoiles filantes qu'on appelle des Citlalin Tlamina. C'est pour vous dire un petit peu de nahuatl. Citlalin, ça veut dire étoile. Citlalin Tlamina. Alors, les étoiles filantes étaient particulièrement redoutées et redoutables parce qu'elles fléchaient les gens, en fait. Elles envoyaient des traits qui, quand elles atteignaient bêtes ou hommes, rendaient malades. Elles faisaient pousser des vers à l'intérieur du corps, que ce soit le corps animal et le corps humain. Et à ce moment-là, le malheureux qui avait été touché par une étoile filante était complètement rejeté par ses congénères. L'animal touché aussi n'était pas mangé et on pensait qu'il allait pourrir. Et on a toute une série de croyances qui racontent comment il fallait sortir la nuit extrêmement couvert, sans aucun morceau de peau découvert, afin de se protéger justement des traits des étoiles redoutables. Comme si la nuit venue, il y avait un basculement du monde et on avait l'inframonde qui envahissait le firmament. L'inframonde aussi où il y a beaucoup de créatures assez terribles, genre Tsitsimime qui habitent. Et voilà, c'est pour tous ces éléments, je pense que les Aztèques avaient une certaine peur de la nuit. Alors je vais donner la parole maintenant à Anne-Gaëlle Bilot. Alors là, nous partons vers l'équateur. Alors les apparats, rapidement je vais vous dire qui ils sont et puis après je vous parlerai évidemment de la nuit, vous décrire peut-être chronologiquement presque ce qui se passe pendant la nuit puis surtout ce qui se passe aussi dans le rêve. Alors ils sont très peu nombreux, c'est aussi pour ça qu'on pensait qu'ils avaient disparu, on les estime actuellement à 500, autour de 500 individus et ils habitent dans des communautés très dispersées. Il se trouve que, globalement, habituellement, on dit communauté, mais en réalité, ce sont des villages avec une maison, ou bien 4, un village avec 11 maisons, et ils habitent aussi dans des communautés pluriethniques. Je vais tenter quelque chose quand même. Mais comment vous reconnaissez un Zapara ? Parce qu'il sait qui. Alors, c'est pour ça que je ne parle pas des apparats du Pérou d'ailleurs, parce que pour moi les apparats. Non, restez simple, s'il vous plaît. Mais justement parce que les apparats du Pérou, parce que théoriquement il y a des apparats en Équateur et au Pérou. Je dis bien théoriquement parce que pratiquement les apparats du Pérou ne se reconnaissent pas comme Zapara. On leur a dit qu'ils étaient Zapara, mais ils se reconnaissent absolument pas comme Zapara. Comment on les reconnaît ? D'abord, il n'y a plus que 5 personnes qui parlent encore la langue Zapara. Tous les autres parlent désormais le Quichua, qui est la langue de communication dans cette région. Ils sont des voisins, parce qu'il y a très probablement des personnes parmi vous qui situent les groupes Jivaro, en fait, ce qu'on appelle les groupes Jivaro, les Achuars notamment, sont des voisins des Apparas, ainsi que des groupes Quichua, notamment près de Sarayaku. Alors, et je suis persuadée qu'il y a quelques personnes dans la salle qui quand même situeront ça. Alors, ce sont des villages qui sont considérés comme difficiles d'accès. Alors, on a l'impression que le territoire est gigantesque. Ils ont un territoire qui leur a été attribué de 400 000 hectares. Et pourtant, ils sont très peu nombreux. Mais sur le territoire Zapara, ils n'habitent pas que des Apparas. La plupart des communautés encore sont pluriethniques. Et comment on reconnaît un Zapara dans un village comme celui de Conambo, qui est un des plus grands villages ? Tout simplement en demandant et en cherchant bien, parce que c'est pas évident du tout. Il faut connaître quelques Apparas qui vont finalement... Enfin, j'exagère parce que Conambo, c'est facile, il y a une des locutrices. C'est comme un Breton en Bretagne, quoi. C'est pareil. C'est pareil.
Les luttes politiques ne sont pas forcément exactement les mêmes, mais elles s'en approchent de plus en plus. Alors oui, ce que je voulais dire, et c'est important pour notre propos, c'est que ce sont des villages difficiles d'accès. On n'y accède que par avionnette, des petits avions à 2 voire 4 passagers. 4 passagers, c'est dans très peu de communautés et c'est pas accessible comme ça dans tous les villages. En fait, de la petite ville de Puyo, capitale de la province du Pastaza, on prend un petit avion et on atterrit dans un des villages et de là, on descend en canoë ou en marchant jusqu'à un autre village. Mais elles sont considérées comme des communautés isolées, alors pas par le contact avec... elles ne sont pas en isolement volontaire, c'est pas ça du tout, mais elles sont difficiles d'accès. Ce qui pose beaucoup de problèmes à différents niveaux, aussi bien en termes d'éducation, parce que ce sont des choses qui sont importantes aujourd'hui, y compris pour les indigènes, d'avoir accès à l'éducation, ne serait-ce que pour se défendre politiquement. Il est attendu dans les prochaines semaines une compagnie pétrolière qui doit exploiter à proximité des villages. Le territoire est grand, mais c'est juste à côté des villages. Donc difficile d'accès et puis sans électricité, ça aussi c'est important pour notre propos parce que ça veut dire que la nuit effectivement elle dure 12 heures, c'est une nuit parfaitement cadencée, 18h, 6h. Là vous venez de dire quelque chose, ça me fait mal là. Vous dites qu'il y a des pétroliers qui vont venir oui. d'en faire disparaître ces villages quoi. Probablement oui. Ouais. Parce que vous dites ça comme ça. Non, je dis pas ça comme ça du tout. Le croyez pas, je pars mercredi en Équateur pour faire quelques petites choses là-bas. C'est quelque chose qui est... Enfin voilà, c'est en Équateur. L'Équateur vit du pétrole. Le territoire peut appartenir aux Indiens, mais pas le sous-sol. Donc si le gouvernement décide que c'est un territoire qui peut être... il attribue... Des lots de territoires sont attribués à des compagnies. Et donc, c'est le cas pour eux pour la première fois, vraiment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se sentaient pas menacés depuis très longtemps, mais là, ça fait à peu près 2 mois que c'est imminent. Et non, j'en parle pas du tout légèrement, mais comme c'est pas le propos de ce soir, je vous parlais de la nuit. Merci de l'avoir signalé quand même. Et donc la nuit, elle est bien noire. Enfin, elle est bien noire. La nuit est bien noire. Mais en même temps, il y a aussi... on est en Amazonie, milieu tropical, humide. Les nuages sont parfois là pour effectivement faire qu'on n'y voit à peu près rien, en tous les cas pour des yeux comme les miens, donc je vous parle de mes yeux. Mais ce qui est peut-être le plus impactant pour moi, je ne vais pas dire pour nous, je ne vais pas vous inclure, peut-être que vous êtes moins sensible que moi là-dessus, c'est évidemment le bruit, l'environnement sonore qui semble beaucoup plus... il faudrait le mesurer en fait tout simplement, mais qui est beaucoup plus fort la nuit que le jour. Là dans cette zone-là, c'est de la forêt ? C'est que de la forêt, oui, bien sûr. Donc justement, ils vivent de la pêche, de la chasse à la sarbacane. Je le précise ça aussi parce que beaucoup d'anthropologues qui travaillent dans la même région ont du mal à me croire quand je leur dis qu'ils chassent à la sarbacane pour une raison très simple, c'est que pour chasser au fusil comme la plupart des voisins, encore faut-il pouvoir acheter des cartouches, et pour acheter des cartouches, aller en ville, pouvoir les payer. Et quand on va en ville, c'est parce qu'il y a une urgence médicale, et pour payer l'avion, qui coûte pour une urgence médicale au minimum $30, ça dépend où on habite, si on habite près de la frontière avec le Pérou, ça peut être $60. Eh bien, comment on paie son transport ? Ça aussi, c'est intéressant sur le mode de vie des apparats, avec des hamacs qu'ils font eux-mêmes, avec une fibre qui s'appelle le chambira, donc des hamacs qu'ils font, ou de la viande, fruit de leur chasse, qu'ils font sécher et qu'ils vendent en ville. Donc les hamacs qu'ils vendent en ville, des paniers qu'ils vendent en ville. Donc eux vivent vraiment de la chasse, de la pêche, et ils cultivent principalement, sans étonner personne, le plantain, le manioc, et puis quelques fruits aussi. Et quand la nuit tombe, vers 18h, les gens sont souvent déjà allés se baigner au fleuve. Ils ont déjà fait leur second repas de la journée. Bon, il y a 2 repas. Vers 16h au plus tard, on mange, et puis après, on va se baigner. Et puis, parfois, la bougie, je l'ai observée, mais c'est très rare. Des enfants font quelques devoirs. Parce que, voilà, on est à la bougie, et puis quand on n'a plus de bougie,
ça arrive très très vite, on n'a plus de lumière. Hein. Enfin, on n'a plus de bougies, pas pour ce soir, pour les semaines qui viennent. On a des bougies quand quelqu'un comme moi, par exemple, va venir avec toutes mes bougies, et puis je vais en laisser, mais après, il n'y en a plus. Alors, ils utilisent pour s'éclairer de la résine, résine de copal notamment, de l'arbre du copal, qui fait une flamme qui j'allais dire, qui est très belle, en tout cas qui crée une lumière très, très efficace, mais surtout très belle, une belle lumière. Enfin voilà, c'est très, très, très subjectif, évidemment. En tous les cas, ça éclaire, ça, c'est pas subjectif. Vers 19h, ceux qui ont encore quelques piles, alors voilà, c'est pareil, ça dépend ce qu'on a chez soi, écoutent pendant peut-être 1 heure la radio qui est émise depuis la ville de Puyo, qui est une radio bilingue, quichua-espagnol, où entre 2 chansons, on a aussi des informations régionales, c'est vrai, mais aussi une information sur, par exemple, les équipes de santé vont venir vacciner les enfants de tel ou tel village, et donc on apprend que quelqu'un va venir demain, il faut être prêt, les enfants aussi, etc. Donc c'est un mode de communication. Parce que oui, en termes de mode de communication, il y a donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas tout ça, mais il y a une radio HF, une radio haute fréquence qui permet de communiquer avec les organisations, avec l'avion ambulance, au cas où, etc. Enfin, etc. Pas beaucoup plus que ça. Hein. On peut communiquer aussi avec les autres villages, on est tous sur la même fréquence. On peut écouter ce que disent les autres villages, l'air de rien, essayer de s'informer parce que c'est pas du tout la grande tranquillité là-bas. Hein. C'est un état de conflit permanent entre différentes communautés, parfois au sein même des apparats. Et donc, il y a beaucoup d'écoutes espionnes par la radio. Et la radio, d'ailleurs, qu'on allume vers 17h à peu près. Pour moi, c'est pas complètement anodin. Alors, c'est vrai que c'est la fin de la journée. On est revenu de la chasse, etc. Mais vers 17h, c'est le crépuscule qui va bientôt arriver. Et c'est un moment privilégié pour la communication avec les entités humaines ou non humaines. Ça, c'est très anthropologue de parler des entités non humaines. On est un peu américaniste là, et c'est vrai qu'on a l'habitude de parler comme ça. Mais donc, ce sont tous les esprits auxiliaires, et pas seulement qui peuvent être favorables comme défavorables, mais vers 17h, finalement, c'est le moment de la communication en général, que ce soit à la radio HF, pour préparer la nuit, avec des esprits auxiliaires auxquels on va faire appel pour avoir un bon rêve, etc. Alors, j'en étais donc arrivée au moment où on écoute la radio, pendant à peu près 1 heure, pour certaines maisons, très rares, vers 19h, parce que c'est vers 20h que finalement, en général, on s'apprête à dormir. Je dis en général parce qu'il peut y avoir aussi des moments particuliers du type ce qu'on appelle une minga, c'est-à-dire un travail collectif qui peut durer toute une journée, même 2 jours, et où on fait appel, en fait. Le principe, c'est de faire appel aux autres villageois du village ou de villages voisins pour travailler tous ensemble, soit à la construction de ma maison, à mon jardin, etc. Et pour donner de l'envie de travailler aussi, et puis de l'énergie, et puis pour remercier toutes ces personnes, on prépare beaucoup de bière de manioc. C'est la boisson, il n'y a qu'une boisson en Amazonie, dans cette région, c'est la bière de manioc. On peut donc prolonger un petit peu les activités jusque tard. 22h serait un grand maximum. En même temps, on commence à 6h. Donc vers 20h, on s'apprête à s'endormir. Alors il est quand même important de parler des couches. Dans quoi est-ce qu'on dort et comment est-ce qu'on dort, enfin, il me semble. Oui. Est-ce qu'ils ont peur ? Est-ce qu'ils ont peur ? Alors... oui, mais en fait, c'est un petit peu aussi pour ça que je parlais des couches, c'est qu'on pourrait avoir peur aussi. La première cause de mortalité, finalement, ce sont les serpents. Et donc, la question des couches, c'est où est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on se protège. Alors, inutile de parler de la moustiquaire, qui, évidemment, tout le monde a une moustiquaire, mais quand bien même on dort à même le sol, on met dessous un plastique. Parce que finalement la nuit c'est peut-être ça, si on devait parler de choses physiques, tangibles, c'est peut-être de ça qu'on aurait le plus peur, des animaux qui pourraient s'introduire, des insectes parfois. Bon. Est-ce qu'ils ont peur ? La nuit elle est attendue pour 2 raisons, et donc elle est attendue comme quelque chose de non pas de favorable, mais qu'on peut
qu'on peut rendre favorables. On prépare la nuit pour avoir... Je fais un petit détour pour l'expliquer par la langue. En langue Zapara, il n'y a plus que 5 personnes qui la parlent, mais quand même, il y en a quelques-unes qui peuvent encore en parler et la parler. Il y a pour dire rêver et pour dire dormir, il y a juste un suffixe qui distingue les deux mots. Qui, en étant accolé au mot dormir, permet de comprendre que le rêve est la cause du sommeil, et pas le contraire. Autrement dit, c'est le rêve qui fait dormir, ce qui n'est pas du tout notre conception. Parce que pour eux, le rêve est très très important. Ça permet la communication, encore une fois, avec d'autres entités, mais également avec des ancêtres, avec des ascendants morts. Ça permet aussi le rêve de faire des choix. Les apparats disent que durant la nuit, le cerveau travaille. Eux, ils dorment et tout se fait. L'idée, nous aussi, on dit ça. Mais donc non, ça veut nous, on n'a pas du tout la même conception. Non, mais on dit que le cerveau travaille quand on dort. Enfin, on ne dit pas la même chose. Non, mais c'est pas le sujet. Ouais. Mais ma question, c'est quand ils se couchent, donc, ils savent qu'ils vont rentrer dans le monde des rêves. Est-ce que ça fait partie ils vont s'endormir en se disant qu'ils rentrent dans un autre monde? Oui, et c'est à la fois effrayant, et hyper positif. Tout dépend de la façon dont... Tout dépend de la capacité que chacun a à contrôler sa technique pour rêver, pour faire rêver, pour contrôler son rêve. Quand on est hyper aguerri, on a probablement moins peur, mais en même temps, on est plus vulnérable, parce qu'on est peut-être aussi attaqué. Alors, il y a plusieurs manières de préparer ça pour que ce soit un rêve faste. Les raisons pour lesquelles on peut avoir peur de rêver, elles sont nombreuses. La toute première, c'est que pour les apparats, selon la théorie Zapara du rêve, tout rêve reçu, tout rêve est un rêve émis. Donc émis par quelqu'un ou par quelque chose, émis par une entité. Et à partir du moment où, dans le rêve, c'est pas qu'ils déterminent, ils reconnaissent l'émetteur, celui-ci et toute personne qui se trouve dans le rêve d'un rêveur est responsable de ce qu'il fait dans le rêve de l'autre. Ce qui est terrible, parce que c'est très bien si tout se passe bien, si on est super, super amis dans le rêve, voilà. Mais à partir du moment où le rêve est est un rêve avec de l'agression, avec de l'attaque, tout à coup, oui, on peut avoir peur du rêve des autres, du coup, de ce que va me raconter l'autre personne, me disant « Ah, je t'ai rêvé cette nuit, oups, de quoi s'agit-il ? C'est pas trop. » Mais je vais juste donner un exemple supplémentaire, c'est que quand on est tué en rêve, on sort pas de chez soi. On sort pas de chez soi parce qu'on est hyper vulnérable et on ne veut plus dormir parce qu'en fait on ne veut plus rêver. Enfin, eux ils diraient qu'ils ne veulent plus rêver et donc ils ne veulent plus dormir. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'ils vont faire au réveil ? Ils vont toute la journée, d'abord ils vont pas sortir de chez eux et puis ils vont boire de l'alcool, manger, alors pas forcément dans des quantités astronomiques, hein, simplement l'alcool et la viande empêchent le rêve. Et du coup, ils vont s'empêcher de rêver, quitte à dormir, ok, on va dormir, mais on va pas rêver. Et l'alcool, les choses lourdes, le sucré, le salé ne font pas rêver. Alors, Francis, maintenant, Ferrier, vous êtes anthropologue. Alors, nous, on va en Bolivie cette fois-ci. C'est ça. C'est-à-dire chez les petits chaperons, là. Alors, je vous Est-ce que vos Indiens ont des petits chaperons ? Au sud de chez Anne-Gaëlle. Oui. Donc, je vous emmène en fait sur les pas d'un des paysans quechua-phones de retour des champs de maïs, de coca ou de manioc. Il est chaussé de sandales taillées dans des vieux pneus qu'on appelle abarcas, que vous avez peut-être déjà vu. Et sur son dos, il porte sa récolte du jour, à la manière dont les femmes portent leurs enfants, que vous avez dû voir peut-être à la télé dans la guayo, qu'on appelle. Mais les hommes aussi utilisent cette technique pour ramener à la maison la récolte. Et il presse le pas avant le crépuscule. On marche en effet plusieurs heures jusqu'au champ, et comme la nuit tombe vite sous cette latitude, à la différence de ces longs crépuscules qu'on a vers le nord,
En fait, la variation, en Bolivie, elle est d'une demi-heure. C'est-à-dire que parfois, ça se lève entre 6h et 6h30 et ça se couche entre 6h et 6h30 toute l'année. Mais le crépuscule est très court. C'est-à-dire que vous vous retrouvez d'une période de jour à une période de nuit dans un laps de temps très réduit. Donc, il faut prévoir en fait du temps pour rentrer avant cette brusque tombée de la nuit. Et c'est qu'on raconte l'histoire dans la province France Tamayo que c'est l'heure du Chisimpaye. Chisi en quechua signifie crépuscule et paye peut se traduire par maître des lieux. Donc ici, on aurait comme le gardien du crépuscule, le gardien de la nuit, si vous voulez. Ce dernier fait dévier de votre chemin, vous égare dans la nuit, et l'on dit que lorsqu'il vous attrape, il vous subtilise une partie de votre être. Dans les quelques 80 villages de la province, les villageois racontent différentes versions de comment le Chisimpaye les a effrayés en leur prélevant une partie matérielle de l'être. Évidemment, ça n'arrive pas à tout le monde, mais dans les 80 villages, vous avez toujours quelques personnes ou quelques histoires qui sont des variantes, en fait, d'une même entité non humaine, pour employer notre jargon. Donc, elle leur enlève une partie immatérielle de l'être. Qu'est-ce que c'est ? C'est qualifié de animu en espagnol, ajayo en quechua. Et on préfère ce thème à le terme d'âme, qui est beaucoup plus ambigu et connoté. Il y a également en fait d'autres créatures qui peuvent vous prendre cette partie matérielle, comme les condenados, qui sont des condamnés à l'errance pour être victimes de malmorts, qui rôdent autour des cimetières et qui causent l'effroi et volent à leurs victimes une partie d'eux-mêmes, de la même manière que cette entité gardienne du crépuscule dont je vous ai parlé. Qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque un état léthargique, symptomatique, connu en Bolivie et dans divers pays d'Amérique latine sous le nom de susto, frayeur en espagnol, une peur pathologique qui est connue du Mexique à l'Argentine, dans de très nombreux groupes ethnolinguistiques, si bien que c'est une pathologie qui a suscité de nombreuses études ethnomédicales depuis la seconde moitié du XXe siècle. La médecine occidentale est incapable de traiter cette affection. Ce sont donc des guérisseurs, chamans ou autres spécialistes locaux qui opèrent. Ces spécialistes savent, dans leur diagnostic qui vise la guérison des humains, faire le lien entre les symptômes, les lieux pathogènes et les entités non humaines. En somme, ce sont des spécialistes qui font l'interface entre les deux mondes. Comment font-ils ? D'abord, ils posent leur diagnostic. Grosso modo, ces diagnostics impliquent des actions humaines, des lieux et des entités non humaines. Une chute, le passage d'une rivière où l'on manque d'être emporté, la traversée de lieux pathogènes, des marais, des grottes, qui sont habités par des entités. Et à un moment du jour, par exemple pour le cas que j'ai choisi aujourd'hui pour illustrer la nuit, du Chisimpaye, qui intervient en général dans les histoires toujours au moment du crépuscule, puisqu'il est son gardien, d'accord ? Et en Bolivie, il est d'usage de faire une offrande à ces entités lorsqu'on passe des lieux accidentés, isolés, excentrés des lieux habités. Une rivière, donc un col, ou lors d'une chasse en forêt, pour éviter le courroux ou les représailles, si vous voulez, de ces maîtres des lieux. Ainsi, les cas de frayeur sont souvent diagnostiqués comme des conséquences d'actes prédateurs de la part des entités. Elles avaient faim, les humains en passant n'ont pas payé le droit de passage, donc l'entité a pénétré dans leur corps et leur a volé, prélevé une partie immatérielle. En tous les cas, c'est comme ça qu'ils vous raconteront l'histoire. Ce qui les plonge dans un état d'anémie ou de léthargie. Et donc, ils vont consulter à ce moment-là. Et les gens, il y a des hôpitaux, si vous voulez, il y a de la médecine occidentale connue, mais ils savent dans quel cas ils vont consulter une guérisseuse et dans quel cas on va à l'hôpital pour d'autres affections, d'autres pathologies. Les guérisseurs, en général, vous diront, prétendent que c'est quand les gens dorment que les entités sont à l'écoute. Donc les activités rituelles s'effectuent
en marge des activités humaines et on peut les penser comme un rapprochement spatio-temporel de l'univers des non-humains ou comme une façon d'établir la communication avec ces entités. Donc à l'orée du village comme à l'orée de la nuit, le praticien, celui qui est en fait le savant du monde des non-humains, qui a le pouvoir de communiquer avec les entités auxiliaires comme pathogènes, les bonnes comme les mauvaises, de négocier avec elles, de les soudoyer, les nourrir, etc., c'est dans le rituel où les trouver, voyager jusqu'à elles ou les faire venir. Donc après le diagnostic vient le temps du rituel nocturne, curatif, de la frayeur, où le chaman, guérisseur, procède à la rétrocession de la partie manquante, dérobée par une entité, comme ce Chisinpaye dont je vous ai parlé. Les patients atteints de maladies viennent consulter de jour, et s'il est décidé d'officier le soir même, les préparatifs ont lieu avant le coucher du soleil, car il faut que tout soit prêt pour commencer. Donc rien ne doit manquer. Évidemment, ce sont les patients qui pourvoient au matériel. En général, comme on est dans des régions de production de coca, on vient déjà avec beaucoup de coca, puisque les entités sont friandes. Plusieurs étapes rituelles nocturnes qui vont des bains rituels pour laver le mauvais sort, aux tables rituelles que l'on brûle pour nourrir les entités via les fumées de la crémation. Donc le guérisseur est le spécialiste de la préparation des tables rituelles, une sorte de chef cuisinier des repas d'offrande, qui sont les repas alimentaires des entités. Certaines tables d'ailleurs sont esthétiquement très belles, moi je les trouve assez belles, ces couleurs, mais peu ragoûtantes pour l'estomac, puisqu'on peut trouver des fœtus de lama, ou la graisse, ou sa graisse, ou des épines de porc-épic. Il y a également un code alimentaire, c'est-à-dire que le guérisseur chaman sait quelle entité aime les épines de porc-épic et quelle préfère les fœtus de lama. La Pachamama adore les fœtus de lama. Alors les fœtus de lama, ça veut dire qu'ils tuent des lamas pour avoir des fœtus pour faire plaisir aux entités non humaines. Je préfère qu'on va plutôt dire, bon ça il y a un marché aux sorcières à La Paz où quand vous posez la question, on vous dira qu'en fait ce sont il y a une gestation qui est très longue. Ça fait à la différence elle est plus longue que chez les humains. Si je me souviens bien, c'est de 11 à 13 mois. Et donc, c'est les femelles qui sont mortes avant de... Ah bon, vous me rassurez. On récupère les fœtus, mais on les fait sécher et il y a vraiment un marché, en fait, du fœtus. De lama. Et de porc, puisque les diables qui sont les soupailles qui vivent dans les mines, raffolent du fœtus de porc. Et... Bon, sans rentrer donc dans un régime alimentaire, je voulais... Donc, en fait, ces ingrédients, ces nombreux ingrédients codifiés visent à apaiser la faim des entités non humaines, les nourrir pour obtenir d'elles en retour qu'elles rendent la proie, c'est-à-dire la partie humaine immatérielle qu'elles tenaient. Donc, une fois rassasiée, si vous voulez, on peut appeler la partie manquante de l'être humain affectée. L'entité qui l'avait subtilisée la laisse revenir et le guérisseur peut alors pratiquer l'endorcisme, c'est-à-dire réintroduire la partie manquante dans son patient. Donc pour conclure, j'ai personnellement vu arriver des gens comme cette petite fille dans des états de léthargie avancés et repartir le lendemain fraîche, comme si de rien n'avait été. Et en ce qui concerne la nuit, je dirais que c'est donc un espace pathogène de la frayeur, parce qu'elle est habitée par des entités, mais c'est aussi le temps de la cure chamanique, donc l'espace rituel de la guérison des humains à l'aide des entités auxiliaires non humaines. Bonjour. Bonjour, je suis pleine d'admiration pour les Aztèques. Je ne sais pas si vous avez tout compris de leur astronomie, parce que c'était époustouflant, mais c'était il y a bien longtemps. Par contre, je suis un peu inquiète, parce que quand vous dites qu'il y a un Inuit qui veut siffler au XXIe siècle sur une aurora borealis, ça, je ne suis pas tout à fait rassurée. Déjà, je sais qu'il se dispute avec les scientifiques qui disent qu'il y a peu
peu d'ours blancs. Ils disent qu'on a de plus en plus, parce qu'ils viennent chez eux, ils veulent avoir plus de quotas pour les chasser. Alors déjà, ils sont pas en conflit avec la science. Tandis que est-ce que vraiment ils croient qu'on peut siffler sur aurore boréale, ou parce que c'est le seul exemple que vous avez donné de leur remède contre les dangers qui les entourent. C'est une croyance qui n'a plus cours maintenant. Ah, mais il n'y a pas si longtemps, on croyait, enfin les Inuits, la plupart des Inuits croyaient effectivement que l'aurore boréale était quelque chose qui pouvait être néfaste, mais qu'il y avait un moyen de la garder à distance. Et donc ça n'empêchait pas les activités dans l'obscurité, puisqu'il fallait quand même se déplacer. Donc il y avait une peur de l'aurore boréale, comme dans beaucoup de cultures, vous avez des peurs des éclipses, par exemple. Il y a énormément, dans beaucoup de civilisations, vous avez une peur des éclipses lunaires ou solaires. Probablement, la liste serait très longue. Hein. Et il y a encore des gens, à mon avis, en France ou en Occident, qui ont peur des éclipses, qui imaginent que lors d'une éclipse, il peut se passer un tas de choses. Et est-ce que le soleil ou la lune vont faire leur réapparition ? Mystère. Hein. Donc, ça fait partie de ce genre de phénomène qu'on trouve dans beaucoup d'endroits. L'aurore boréale, c'est plus limité géographiquement, évidemment. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple de l'aurore boréale, c'est que c'est un phénomène naturel auquel on associe un danger, mais on a un moyen de le garder à distance. Oui, je voulais revenir sur les rêves des apparats. Je voulais savoir s'ils avaient une notion de rêve prémonitoire. C'est-à-dire que le rêve qui est émis éventuellement par quelqu'un d'autre ou par une entité, le risque étant qu'il se réalise, que ce rêve est un message d'une chose à venir. Oui, il y a des rêves qui sont considérés comme, qui sont considérés comme des annonces en quelque sorte, et on peut attendre d'ailleurs que ce qui a été rêvé se déroule très prochainement. Selon ce qui est rêvé, on va d'ailleurs soit essayer de le conjurer alors il y a plusieurs techniques, soit il faut d'abord le contrôler durant le rêve. Soit on n'y arrive pas parce qu'il est mauvais et on veut le conjurer, et dans ce cas on attend la nuit prochaine, on reprend des forces, on appelle quelques esprits éventuellement à la rescousse, et on essaie d'inverser ce qui a commencé à se produire. Par contre, si le rêve est bon, je ne parle pas d'un rêve qui montrerait par analogie qu'un tel va venir nous rendre visite. Ça, c'est pas intéressant en soi. Par contre, un bon rêve qu'on va vouloir, qu'il se réalise vraiment, que ce qui se passe se réalise vraiment, on va prendre du tabac et puis on va jeûner, on va faire une diète comme si c'était une diète chamanique. C'est-à-dire qu'on ne va pas manger de sel, on ne va pas manger de choses sucrées, on ne va surtout pas boire d'alcool évidemment, et on va manger que des poissons par exemple, des choses comme ça. On a beaucoup parlé du rapport à l'imaginaire du changement de lumière, ce qui se passe quand il commence à faire nuit, mais il y a aussi une grande variation sonore quand la nuit commence. Donc vous avez souligné que la nuit, la jungle était beaucoup plus bruyante. Vous avez parlé des Aztèques qui criaient pour retenir le ciel pendant les éclipses. Et j'imagine que la nuit ne fait pas le même bruit non plus pendant 3 mois au-dessus du cercle polaire. Et est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? Enfin, c'est un peu de la gourmandise parce que du coup je demande un peu à personne en particulier. Mais voilà. Moi, d'une certaine manière, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. C'est-à-dire que ce qu'on entend sont évidemment les animaux nocturnes. Et éventuellement, ce que je peux ajouter, c'est que, alors, animaux, insectes aussi. Évidemment, alors peut-être qu'on est plus attentif aussi à la nuit, mais en fait, on est attentif à certains esprits qui sont aussi là le jour. Hein. Mais on sait que la nuit, si on s'approche trop du fleuve, on peut être happé par certains d'entre eux, par exemple. Et il y a des petits garde-fous. Encore une fois, le tabac, la fumée du tabac qui éloigne les esprits. Est-ce qu'on a peur du silence comme on a peur de l'obscurité, par exemple ? Non. L'idée, c'est que... Enfin, pour les apparats, mais j'ai envie de dire, c'est assez généralisable, la nuit... la forêt, c'est pas un désert du tout. La nuit est archi-habitée par ce qu'on voit et par ce qu'on ne voit pas. Il y a des êtres visibles et il y en a d'autres qui sont invisibles. Donc c'est normal qu'il y ait du bruit.
Et à la limite, évidemment, si tout à coup la nuit il n'y avait plus de bruit, là ce serait flippant. Oui, dans le Grand Nord, c'est un peu compliqué parce que, c'est à la fois très simple et compliqué. Quand vous êtes hors du village, sur la toundra, en gros, on n'entend rien. Vous entendez quelques oiseaux. Bon, ça dépend de la saison, hein. En hiver, vous entendez, en gros, il n'y a que les corbeaux, parce que tous les oiseaux sont migrateurs, sauf les corbeaux. Donc, tous les oiseaux migrateurs sont partis vers le sud. Il reste les corbeaux. Et les corbeaux, vous les entendez, mais ils ont tendance à rester à proximité des villages, en fait, hein, pour grappiller les restes. Dès que vous éloignez un peu du village, vous entendez rien, en fait. Hein. C'est très très silencieux. Tout à l'heure, je parlais de cet univers cotonneux comme ça. Mais il y a le fait qu'il y ait très très peu de... on n'entend rien, en fait. Hein. Par contre, dans le village, là, à l'intérieur des maisons, il n'y a pas de gêne associée non plus au bruit. Hein. Alors, c'est-à-dire que les gens peuvent dormir. Je disais, le sommeil n'est pas un état valorisé. Il n'y a pas de recherche de confort particulier et il y a une tolérance au bruit qui est assez grande. Hein. Dans les maisons, on pouvait avoir... Est-ce qu'il y a des télés Oui, la télévision, la radio, Internet, tout ça en même temps. Partout, hein. Et ça fait un bruit. Chez les apparats, c'est la radio. Oui, mais enfin, il n'y a pas l'électricité. Donc c'est la radio HF qui est allumée pendant une heure, de 17h à 18h, au cas où quelqu'un nous appellerait. Ouais. Non, alors que là, il y a de l'électricité dans les maisons. Ils habitent dans des maisons modernes. Hein. Et chez les Aztèques Moi, il n'y a pas la télévision, ça je me confirme. Bon, Francis, vous vouliez rajouter quelque chose ? Sur l'univers sonore nocturne, il est codifié, il renvoie, certains sons renvoient à des entités, d'autres n'ont aucun sens. Mais par exemple, dans les vallées intertropicales, on a beaucoup d'oiseaux et on sait reconnaître les sons des oiseaux. Et certains sont de bon ou mauvais augure. Mais ça, on l'a aussi, c'est pas quelque chose, on l'a dans beaucoup, on l'a en Europe surtout. Mais des cris d'animaux, des sons d'animaux associés à la nuit, ouais, bien sûr. Je dirais que le son vient créer tout un univers qui peut éventuellement renvoyer à la peur, mais pas toujours. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus dans les antennes paraboliques au-dessus des toits de chaume ou de palmes, qui parfois couvrent un peu les bruits dans les villages qui ont l'électricité, c'est de plus en plus le cas en Bolivie en tous les cas depuis qu'Evo Morales est au pouvoir, et ce qui est très bien parce que l'eau et l'électricité, tout le monde en a, enfin en tous les cas les gens pensent que c'est super bien. Bien. Mais sur les Aztèques, vous vouliez ajouter... Sur les Aztèques, au niveau du bruit, moi, j'ai pas autant d'informations parce que d'accord. mes textes sont un peu limités. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, à chaque fois qu'on mentionne une éclipse, il y a des cris qui sont poussés, et c'est certainement parce que le bruit peut aider aussi à maintenir, ou au moins à retarder l'effondrement du firmament. Mais j'ai pas plus d'informations sur les bruits nocturnes. Merci beaucoup.